Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On va parler un peu crypto, tout ça. Bon, on est un peu à la bourse ce matin sur l'horaire habituel, mais ceux qui étaient là hier soir dans Discord savent pourquoi. On s'est couché très tard, bon, pour des raisons débiles. Mais bon, on a attendu gentiment la clôture daily et donc cet arrachage en fin de soirée. Euh, un peu classique, et j'ai envie de dire pratiquement la réciproque en fait de ce qui s'était produit le jour précédent. À savoir donc ça, hein, c'est-à-dire une journée de pure accumulation et hop, une extraction haussière en fin de journée. Et là, en fait, vous avez l'extrême opposé. Ça en a été presque déroutant. La phase de range et bim, l'arrachage en fin de journée. Juste avant les clôtures, bien entendu. Donc, ce qui est important, c'est de voir que là, donc, on a travaillé des zones où les clôtures daily donc, sont impactées entre guillemets par ce qu'on vient de faire. Donc là, on a une jolie clôture daily en refus donc, de la journée précédente et sa confirmation immédiatement après dans la nuit. C'est-à-dire que là, au lieu de poursuivre comme on aurait pu le faire ici dans un mouvement haussier, là on poursuit dans le sens baissier. On forme donc théoriquement un nouveau sommet daily qui normalement va venir remettre en question donc, ces zones-là. Donc aujourd'hui, normalement, c'est digestion de la zone de prix avant le week-end et quid de ce qu'on va donc récupérer lundi. Soit un nouveau gap haussier, on ouvrira ici et on ira racler, soit un gap baissier. Alors tout est possible, hein, encore une fois, on est dans des ranges, donc gapper à la hausse, à la baisse, tout est possible. La réponse, moi honnêtement, je ne la connais pas. Sinon, je serais riche. Donc, je sais pas. Moi, pour l'instant, tout ce que je sais, c'est que je vais rester vendeur. Je sais que je prendrai le risque, encore une fois, de garder des trades en CFD, c'est-à-dire qui ferment vendredi et qui devront rouvrir lundi, éventuellement avec peut-être un gap haussier. Donc, il faudra parler de tout ça, évidemment. Donc, c'est le problème, entre guillemets, de tous les vendredis. Parce que le problème qu'en CFD, c'est que vous êtes soumis au futur et que le futur peut gaper. Et que, malheureusement, c'est pas. Voilà, c'est pas très. C'est pas pratique. Voilà. Après, il faut vous dire un truc, je peux toujours hedger, c'est-à-dire j'ai toujours des solutions, hein, je peux toujours aller sur le marché spot et acheter des bitcoins pour compenser, hein, donc c'est un peu pareil. Bref, je peux faire un peu ce que je veux, mais le principe étant donc de dire, pour moi cette zone elle est importante parce que soit elle catalyse donc l'effondrement spéculatif, et comme on l'a dit, pour moi difficilement un support à trouver ici, plus des gaps à venir fermer, et le dernier étant donc à 7003, et voilà, donc ça nous donnait toujours cette zone, hein, voilà, vers les 7005, 7002, zone dans laquelle en tant que vendeur il faut absolument récupérer ses gains. Donc les canaux daily bien renfermés, hein, on le voit bien, toujours pareil, la même thématique. Donc on a bien renversé les canaux de tendance daily. Alors on y allait vraiment très très fort, mais genre vraiment vraiment très très fort. Donc attention, hein, pour moi les poursuites sont tout à fait possibles. Dans ce cas-là, on ira chasser au-dessus de la borne daily. Et comme je l'ai dit, c'est pour moi cette zone-là, si on y revient, très faiblement résistant. Dans ce cas-là, je tablerais plutôt sur du 15008 et des trucs comme ça. Donc pour l'instant, beaucoup de patience, c'est très important, on ne sait pas ce qui va se passer, on n'est pas certain de gagner, donc qu'est-ce qu'on fait face à ça? Eh bien, on accepte le fait qu'on puisse avoir tort, puisque pour l'instant, on est toujours en zone spéculative. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si ça va monter, si ça va baisser. Quand on saura, il faudra être en position déjà, et il faudra être normalement avec plusieurs renforts. C'est un peu tout ce qu'on a essayé de traiter hier. Dans le Discord pour vous faire comprendre un peu ces messages-là. Faire comprendre comment hier il était possible donc de trouver la zone ici, de vendre un peu en haut avec ces beaux trades là. Alors moi c'est plutôt par là du coup que j'ai pris si ma mémoire est bonne, je ne sais plus exactement, mais je crois que c'est à peu près ça. Puisque là on est en horaire, ouais c'est ça. Donc voilà, en comment le trade pris ici en 3 minutes, d'accord, parce que le problème c'est qu'hier on a tradé du très court terme, donc c'était prendre un trade en 3 minutes, alors je ne sais plus exactement où c'était, je ne vais pas dire de bêtises, oui, c'était par là. Voilà, c'était là, exactement ici. Ok, donc c'était de prendre le trade en 3 minutes, un petit débordement derrière, une gestion du risque, et hop, la validation qui arrive derrière, sans trop de problèmes. Donc là, l'installation, hein, du breakout baissier, donc le range qui se polarise au sud, et bam, le breakout baissier qui vient confirmer ce qu'on pensait. Donc, évidemment, ça break au sud. Ici, on va former un nouveau range, et il est déjà polarisé à la vente. On a vu qu'on a formé donc un range 15 minutes. On a des signaux de range, hein, toujours en 15 minutes, faites attention, ça ne veut pas dire tendance, ça veut dire potentialité de voir émerger une tendance ensuite, mais il va falloir breaker. Pour breaker, il faut accumuler. Est-ce que ça, c'est une accumulation? En 15 minutes, je ne suis pas convaincu qu'on ait encore une accumulation. Mais par contre, qu'on remonte tester les canaux de tendance, ça, c'est assez probable. Et en horaire, même chose, on est en train donc de se taper une polarisation baissière du range en horaire, et là, c'est beaucoup plus intéressant. Parce que là, effectivement, je pense qu'on est déjà en train d'accumuler en horaire, donc prêt tout simplement à mettre la grosse cartouche au sud vers les 7005 que je vous avais donc
plus ou moins, enfin pour moi c'est la zone de travail. Je travaille en vue de cet objectif-là. Si on y arrive, je vais prendre une jolie pépite. Si j'y arrive pas, je prendrai pas de perte. Voilà, donc c'est toujours la même sympa, le même schéma. On travaille en amont, on gère son risque, et si ça produit des gains, enfin si ça produit le scénario, hop, on récupère un gros pactole, et on n'hésite pas à sortir si on a tort. Pour l'instant, voilà, la zone des 12 000, c'était le maxi que je voulais tolérer, puisqu'il fallait pas qu'on s'amuse à franchir des résistances. Moi je veux des résistances qui restent descendantes. Là, on y allait un peu fort, ce qui fait que pour moi, l'optimum était plutôt là pour revendre, mais on a décidé de pousser 2 fois. Hein, si vous supprimez les prix, je pense que c'est plus intéressant de lire comme ça. On voit bien hein, donc le sens de poussée, pour l'instant typique du range, donc 2 coups en bas, ici. On voit bien hein, 2 belles poussées, une ici, et normalement, voilà, moi je pense qu'il en reste une, d'accord? C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, et je pense qu'on en met une petite dernière. Et ça montrera le fait que les acheteurs ne sont pas en possession des prix, alors qu'ils le pensent clairement l'être. Hein, c'est-à-dire ici, ils se disent qu'ils ont acheté le bottom, quand on va revenir les dégommer ici, ils vont dire « Ah merde, mais en fait, on n'est pas haussier. » quoi. Donc c'est le principe. Pour moi, pour voir émerger une tendance, il faut casser un sentiment faut casser le sentiment d'hésitation pour créer une tendance. Pour l'instant, il y a clairement hésitation. Si les boules ici reviennent chercher les zones de décrochage hier, pour ma part, c'est moi qui vais sortir. C'est-à-dire, je dirais, bravo les boules, vous avez raison. Maintenant, je commence à avoir des signaux sur multiples UT qui tendraient plutôt à valider ce que je pense. C'est-à-dire que, évidemment, hier soir, j'ai attendu pour pouvoir prendre un renfort. Maintenant, c'est fait, et le principe est donc de dire, dans cette zone-là, je commence à exposer un peu plus mon capital en vue donc de l'atterrissage vers la zone bleue. Et évidemment, quand on arrive là-bas, je ne veux pas chercher à savoir plus loin que ça. Hein. Si on va plus bas, on va à 5007, on va à 5007. Voilà. Je m'en fous un peu. C'est juste de dire, moi, mon trade a pour objectif cette zone-là. Dès qu'on arrive là, je ne veux pas chercher à voir plus loin. Voilà pour les cryptos. Alors, qu'est-ce que ça engage pour les autres cryptos? J'en sais rien, on va voir. C'est vrai que je ne les regarde pas depuis un bon moment. Et alors, on va voir. Donc, sur Ethereum, qu'est-ce que ça ferait? Théoriquement, moi, je pense que ce serait venir viser la même zone, hein, équivalente à ce qu'on avait sur BTC. Mais je pense qu'ici, il y a un très fort soutien sur Ethereum. Ce qui me laisse à penser que sur cette zone-là, on risque de trouver des forts supports. Vers les 250, là où, à mon avis, Bitcoin, lui, va nous faire la grosse chute libre pour perdre sa dominance. Hein. C'est un peu l'intérêt de dire, moi, ce que j'aimerais voir ici, c'est de voir la dominance s'écrouler. Alors pas s'écrouler non plus, voilà, mais de principe c'est de dire, alors plutôt en daily du coup, voilà, pour moi c'est de dire là la dominance elle est vraiment au max, on est sur des niveaux proches de ce qu'on avait avant l'éclatement de la bulle. Bon, voilà, pour moi ici on a fait le boulot, c'est-à-dire qu'on a fait les 2 vagues de consolidation, on est bien en contexte résistant, blablabli, blablabla, enfin bref, pour moi, direction, alors on ne peut pas vraiment faire de trading ici, hein, mais le schéma graphique pour moi c'est plutôt de dire la BTC dominance, elle va normalement se rediriger plus bas et je pense qu'on passera sous les 30, raison pour laquelle je pense encore une fois que les phases de consolidation daily ne sont pas terminées. Bref, voilà. Après, je me trompe peut-être, hein, on verra bien. C'est-à-dire que s'il y a un fort support de la dominance BTC vers les 50 et qu'on ne voit pas une saison des altes émerger, peut-être que là, il faudra revoir certains trucs. Mais moi, je pense qu'il y a encore énormément de potentiel sur certaines altes. Comme les Ripple, voilà, les grosses altes pour moi ont vraiment un potentiel pour aller chercher des résistances largement au-dessus des prix qu'on cote actuellement. Pareil, j'ai dit pour moi les prochaines zones de TP sur Ethereum c'est déjà quasiment x2 par rapport au prix actuel. Donc c'est de dire il y a pratiquement 100% de gains à faire encore éventuellement sur de l'Ethereum pour atteindre juste la résistance suivante. Et après il y a 900$, c'est carrément bien plus loin. Donc c'est de dire ces zones-là, elles sont atteignables, puisque Bitcoin est venu les tester, donc pourquoi les autres ne viendraient pas les tester aussi? Alors, c'est un peu un mécanisme de corrélation qui est plus compliqué que ça, mais voilà, théoriquement, on pourrait donc aller chercher des zones plus lointaines sur certaines de ces altes, Ripple compris. Voilà. Après, évidemment, ça dépend des fondamentaux de chaque crypto et compagnie, et ça, je dis, c'est pas vraiment mon domaine. Maintenant, je devrais quand même en tenir compte, mais comme j'entends tout et son contraire dans le domaine de la crypto, je suis un peu embêté. Voilà. C'est-à-dire que je ne sais pas trop à qui faire confiance sur les informations que je pourrais récupérer. Donc il y a quand même quelques personnes que j'écoute plus que d'autres, mais au final, je préfère me dire, bon, je regarde les graphiques et... désolé pour ça. Ok, allez, les autres scénarios. Allez, Gold, on va commencer. Hop. Ok. Donc rappelez-vous, le vendredi, normalement, on fait plus du fondamental. Bon, là, je ne peux pas faire de fondamental, moi, sur les cryptos, c'est pas mon truc. Alors, par contre, je peux vous donner un site que j'ai trouvé très intéressant. Alors, je me souviens plus de son prénom, mais c'est l'animateur crypto chez IVT qui m'a montré ça la dernière fois. J'ai trouvé ça intéressant, je vais vous le partager. C'est ce site que je trouve assez intéressant, c'est BitInfo Charts.
Je ne sais plus exactement comment j'avais fait pour arriver là, je lui avais demandé le lien je crois, donc je vous le partagerai éventuellement ou j'essaierai de penser à le mettre dans la description de cette vidéo. C'est pas du fondamental mais c'est plus de dire, voilà, essayez en fait de regarder, de trouver certaines corrélations à partir d'informations donc fondamentales. Donc là par exemple, voilà, si vous prenez le prix du Bitcoin avec l'intensité des Google Trends, c'est assez intéressant ce qu'on voit, hein, voilà. C'est-à-dire que là on voit bien effectivement l'effet débilos de la bubule. Là ça baisse et les mecs sont toujours en train d'en parler et évidemment bah, qu'est-ce qui se passe? Là vous voyez bien le schéma baissier, plus ça baisse plus on en parle, d'accord? C'est bien le schéma, donc c'est très intéressant parce qu'en réalité c'est Google truc là, c'est Google Trend, ça donne les swings, d'accord? C'est à dire que vous voyez bien qu'à chaque fois qu'il y a eu un swing, ou en tout cas, bon, pas trop à cette époque-là, là. Je dirais pas novembre 2007, c'est peut-être le seul contre-exemple, comme toujours, hein, une pattern ne fonctionne pas non plus à 100%, mais vous voyez là, un spike enfin, ça fait un sommet et ça reverse, et vous vous dites, ok, c'est probablement un swing majeur qui vient de se mettre en place. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voyait bien la même chose ici, hop, on se dit, ok, il y a un swing, ok, là il y a un swing, donc je trouvais ça intéressant, dans les phases où évidemment, quand vous voyez ça, tout de suite, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un intérêt spéculatif qui grandit, c'est-à-dire que alors, je m'en fous, voilà, je vais continuer d'utiliser ce mot-là, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Les glands continuent d'en parler sur les réseaux, ok? Donc on voit quand même, on est très très loin de ce qu'on connaissait. C'est-à-dire que là, théoriquement, on est sur de la pré-bulle. Donc encore une fois, ceux qui pensent que la tendance haussière, ça y est, c'est parti, on y est, voilà, bon, on est sur des niveaux, entre guillemets, d'intérêt pour le Bitcoin qui sont comparables à des niveaux de pré-tendance. Donc, il va y avoir encore des consolidations assez puissantes, je pense. Et voilà, faut prendre la mesure en fait du truc. C'est-à-dire que si on prend du all-time et qu'on se met là, voilà, on va dire, en termes de comparable, on était à peu près là, hein, on va dire à l'époque. Donc moi, c'est ce moment-là qui pourrait correspondre. Ok. Donc c'est de dire ici, on chopait le sommet, hop, voilà, mais dans le creux. C'est-à-dire que là, effectivement, pour moi, il y avait un intérêt, c'était de dire, le Bitcoin consolide allez, là, à l'époque, du coup, c'était de 5K, enfin de 4,5, 4,8 jusqu'à 3,6, bon, ce qui n'était pas non plus une chute vertigineuse, hein, ça corrigeait un 35 et quelques. Et à ce moment-là, c'est quand ça baisse que les mecs en parlent, d'accord? Aujourd'hui, c'est pas la même musique, hein. Aujourd'hui, on va se mettre comme ça, vous allez voir, bien. Je peux pas avoir en plus gros juste aujourd'hui là. Voilà. Là, merde. Voilà. Là aujourd'hui, les spikes, on est en train de les faire sur les sommets. C'est-à-dire que vous voyez, à chaque fois que ça parle, hop, on digère. Ça parle, on digère. Qu'est-ce que ça traduit, selon vous, comme intérêt? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les intérêts spéculatifs forment des ranges. Ce qui n'est jamais très très bon signe. C'est-à-dire que quand les gens en parlent, ça bloque. Ça traduit pour moi ce que je pense, encore une fois. C'est pas une certitude parce qu'on sait jamais rien, mais c'est de dire, voilà, moi dès que les mecs en parlent, il y a de la smart money qui vient et qui les vend. Et du coup, ça crée des ranges. C'est-à-dire que pendant que les gens en parlent, la smart money vend, et évidemment derrière, on reprend le mouvement haussier. Mais vous voyez, c'est pas dans les creux que les gens parlent du Bitcoin. Donc ça me gêne un peu. Voilà, moi c'est plutôt de dire... si on fait ça sur les sommets, c'est probablement qu'on va se taper des consos. J'ai pas dit que forcément on irait toujours plus bas et compagnie. Le scénario des 2000 $ et sous 2000 $, il faudra plein de validations avant d'imaginer ça. Voilà, il me faudra plein d'informations supplémentaires avant de faire ça. Bref, donc ce site, pour ceux qui font du fondamental, je trouvais ça très intéressant. Alors après, voilà, moi je vais en toute honnêteté, je préfère vous dire la vérité, je comprends rien à la moitié de ce qui se passe là. C'est-à-dire, je suis pas capable de comprendre le lien entre, par exemple, la difficulté, le hash rate, le mining profitabilité, des trucs comme ça. Par contre, je sais lire des graphiques. Ouais. C'est-à-dire que je suis peut-être mauvais en lecture fondamentale et je comprends peut-être que dalle à l'univers crypto et comment ça marche et tout ça, tout ça. Par contre, je trouve très vite des corrélations. C'est un peu mon job, hein, entre guillemets, de trouver des patterns. Donc il y a des patterns assez intéressantes que j'ai trouvées, donc celle-là hein, notamment, de regarder les Google Trends, et je trouve ça assez intéressant. Voilà. Donc je vous partageais ce truc-là. On fera une analyse peut-être un petit peu plus détaillée un jour, mais bon voilà, je vous laisse faire vos propres trucs, je vous laisse faire vos propres sauces. Hein, voilà, les combinaisons ici sont plus ou moins complexes et vous avez accès donc à tout un paquet de crypto éventuellement. Voilà, donc ceux qui veulent faire du fondamental là-dedans. Et si vous trouvez des trucs intéressants, n'hésitez pas encore une fois à les partager. Moi je le dis honnêtement, je suis un gland dans ce domaine-là. C'est pas moi qu'il faut écouter dans le domaine fondamental, mais je pense qu'il faut comprendre un petit peu, voilà, un tout petit peu. Je pense avoir la compréhension suffisante pour ce que je fais, c'est-à-dire du trading spéculatif ou du buy and hold. Maintenant, voilà, si vous voulez faire vraiment de l'investissement, d'une grosse partie de votre capital, je vous rassure, vous avez plutôt intérêt à savoir ce que vous achetez. Hein, voilà. Moi, je mets juste une portion de mon capital et si je me la fais péter, encore une fois, c'est pas très grave, j'ai récupéré ce pognon à la vente. Voilà. Allez,
On sort des cryptos, on va faire un petit tour chez donc Gold. Alors donc le gold, hein, voilà, pour moi c'est plutôt clair la structure ici qu'on a, hein, donc les belles extractions haussières, la sortie du range, hein, le range qui a duré, mais waouh, une éternité, de chez éternité. Là on est en daily, hein, donc c'est de dire, regardez le truc, c'est quand même complètement fou. C'est-à-dire qu'on est dans ce range théoriquement depuis 2015, donc on sort d'une accumulation qui a duré 4 ans. Donc 4 ans, même j'ai même envie de dire plus que ça en fait, on est dedans depuis 2014, hein, voilà, donc 5 ans d'accumulation sur la zone de prix, sur l'or, et une sortie haussière, donc franchissement de la résistance, il y a du volume, il y a du momentum, il n'y a pas de raison de... Voilà, on voit bien la belle accumulation, hein, c'est bam bam et on prend, c'est-à-dire toutes les accumulations qui ont été ratées avant, hein, on a tenté de partir ici, pour moi on était mature déjà, et à ce moment-là il y a un contre-pied qui s'est mis en place, on a tenté de polariser le range à la baisse, on est venu taper du gold fort, ici ça aurait très bien pu baisser, hein, sincèrement. Mais le principe c'était donc de dire, bah non, voilà, ici on accumule, ça a été extrêmement difficile de trader cette zone de prix sur le gold, ça a été extrêmement long, extrêmement chiant, et voilà, aujourd'hui je pense la réussite, les franchissement de résistance, les clôtures, le momentum, aucun frein entre guillemets a pour moi l'émergence de cette tendance, c'est-à-dire pour moi ici donc franchement une tendance. Donc là, déjà reporter l'amplitude du range me semble être le strict au minimum pour donner un peu à, voilà, donc là vous prenez les prix et vous dites oh putain d'accord, si on doit reporter tout ça là ici ça fait beaucoup, voilà, ça nous ramène normalement donc vers les 1550. Moi en tout cas c'est par là que je commencerai à réduire les leviers, voire commencer à rechercher de nouveau des ventes. Oui, toujours pareil, quand on va arriver dans les zones résistantes je vais vendre, hein, voilà, comme quoi c'est mon travail c'est pas de voilà, il y en a qui font l'inverse, hein, c'est-à-dire comme moi en scalping, qui voient qu'il y a des demandes vendeuses et ils vont acheter. Voilà, bon, je peux comprendre encore une fois, chacun sa méthode, je critique pas celle des autres. Enfin, certaines. Il y en a qui sont vraiment mauvaises, donc celles-là, je peux les critiquer. Donc bref, voilà, gold, ça travaille sur cette zone-là. Je pense quand même qu'à moyen terme, le gold papier reste baissier. Hein. Parce que c'est du gold de papier, et voilà, il est lié, il est soumis à l'offre et à la demande, pas nécessairement à un échange physique, à un procédé d'échange physique, c'est-à-dire d'aller avec tes petites jambes, acheter un lingot, acheter un lingotin ou un truc comme ça. Voilà. Donc là, c'est plus de la spéculation sur le prix de l'or et le prix du contrat de l'or. Mais je pense qu'il y a une valeur un peu plus, j'allais presque dire sentimentale avec l'or, qui est de dire, voilà, il ne faut pas oublier et faire bien, pour moi, la différence entre l'or papier et l'or physique. Hein, voilà. Il y en a un qui peut être spéculé sans aucun problème, il y en a un autre qui a une valeur marchande, physique importante, et c'est ça qui lui octroie en réalité sa valeur marchande. C'est sa capacité physique. Moi, c'est ça que je préfère dans l'or par rapport aux cryptos, c'est de dire, voilà, vos cryptos, je sais pas, tu prends un EMP ou n'importe quoi, ou tu casses ton wallet, bon, il y a toujours des solutions derrière pour récupérer, mais... voilà, t'as plus d'internet, t'as pas de crypto. C'est ça qui est bon. Après, si ça veut dire imaginer un monde dans lequel internet peut s'en aller, bon, on aura d'autres problèmes à régler effectivement à ce cas-là. Mais voilà, c'est de dire, moi, tout mettre dans un endroit, ça me gêne. Donc d'un point de vue gestion de portefeuille, d'un point de vue, voilà, pas possible de tout prendre en crypto, et il me semble que parmi les actifs refuges, moi je vous ai toujours dit, pour l'instant, une orientation rationnelle de portefeuille, celle que je conseille à mes amis et des trucs comme ça ressemble plutôt pour ma part, on va dire, à un tiers d'actifs refuges, pour moi splitté 50-50 entre l'or et les cryptos. Voilà, c'est de dire, il y a d'autres options, hein, je pourrais acheter des obligations, des trucs comme ça, mais comme je vois le merdier dans le système obligataire, j'ai tout sauf envie d'acheter des obligations. J'ai plus envie de dire, moi si je veux une obligation à 10 ans, je veux qu'elle rémunère 5,5 quoi. Enfin pour moi c'est plus proche de ça, hein, la réalité des taux aujourd'hui, plus que l'écrasement fait par les banques centrales. Donc voilà, pour moi le marché de taux ça me semble pas être une porte de sortie et viable, voilà, en tout cas pour une protection du capital. Disons, j'ai l'impression que ces modèles-là, ils sont effectivement un peu finis. C'est d'ailleurs ce qui crée probablement les bulles qu'on essaye de former aux États-Unis. Du fait que au final on ne sait pas trop où se protéger, et d'où l'émergence de l'or qui fait donc partie des différents dominos que je voulais voir tomber dans la construction donc des schémas de pré-crack, c'est-à-dire aller vers l'effondrement des prix, surtout sur les actifs américains. Donc pour moi la prochaine étape c'est le dollar, hein, c'est de dire évidemment ils font tout pour bastonner sur le dollar, pour que évidemment on lâche rien, et donc je suis pas encore surpris de voir qu'ils attaquent et qu'ils continuent d'attaquer sur GBP, sur euro, ils font tout, et vous en étiez sûr, enfin c'était certain de dire que Trump allait attaquer sévèrement l'Europe, puisque en fait il tire sa suprématie en abaissant les autres. Donc le principe est de dire c'est bon, maintenant on n'a plus grand chose à tirer sur la Chine, c'est plus la Chine qui va leur tirer dessus, et allons nous attaquer aux petits Européens. Voilà.
Voilà, c'est un peu ça le principe de la politique de Trump. Et je l'ai dit, le problème, c'est que ce que ça va créer, c'est que ça va polariser le monde contre lui. C'est de dire qu'en politique, on fait œil pour œil, dent pour dent, et on rend les coups, toujours. Donc, penser que Trump n'y aura pas de conséquences à ce qu'il a foutu, comme pagaille dans le commerce international, c'est malheureusement se tromper. C'est-à-dire que oui, il a une forte puissance économique, c'est la première puissance économique mondiale, mais demain, ça ne le sera plus. Voilà. Ils se font clairement doubler par les Chinois, et ça fait un bon moment que c'est déjà le cas. Je ne saurais même pas vous dire si en réalité, ils ne sont pas déjà devant, les Chinois. Mais en tout cas, à ce rythme-là, au sein du prochain cycle économique, l'inversion va se faire. Donc, il est normal que dans la psychologie d'un Américain, il y ait ce sentiment d'abandon et de America First et compagnie. On est en train de se faire doubler, putain les gars, il faut qu'on soit premier, quoi. Donc ça, c'est normal, c'est la combativité habituelle américaine. Donc, en logique, c'est approprié en réalité ce qu'ils font. C'est juste qu'ils font ce qu'on attendrait d'eux, c'est-à-dire qu'ils combattent. Comme le ferait voilà. Bref, le problème, il est plus profond que ça pour moi. C'est de dire il y a des profonds changements géopolitiques et la réaction en fait de l'extrémisme, enfin pas de l'extrémisme mais du populisme, ne fait que traduire ça. C'est-à-dire que malheureusement, la Chine va passer devant, que vous ayez envie ou non, c'est déjà en marche depuis déjà plus de 5-6 ans. Et le momentum qu'ils ont, même si Trump fait tout pour le freiner, est largement plus fort que le momentum américain. Et vous ne pouvez pas faire autrement. Il y a beaucoup plus de Chinois sur Terre que d'Américains. Et aujourd'hui, les Chinois fabriquent pratiquement tous les biens de consommation dans le monde entier. Alors pas pratiquement tout, mais en tout cas, il y a tellement de choses qui sont fabriquées, on va dire, dans l'Asie, de manière globale, qu'au final, c'est bien. Aujourd'hui, vous avez les Américains qui pensent, les Chinois qui fabriquent et les Européens qui régulent. Donc, voilà, chacun son rôle, j'ai envie de dire, et le America First, c'est fini. Voilà. C'est juste que c'est fini, et évidemment, cette lutte, elle est logique, tout simplement parce que c'est ça, c'est le principe de lutte. Voilà, comme je vous dis, face à un stress, il y a différentes options de réaction, qui sont des réactions humaines, justement. La fuite, le déni ou la lutte. Et le principe étant de dire, voilà, il y a ces trois options-là. Les Américains ont choisi la lutte. Voilà, clairement, c'est ça, c'est de dire, il y a un stress évident, mais en réalité, la lutte des Américains, le America First, c'est la réaction à une à une réalité physique qui génère un stress, effectivement, chez le peuple américain, qui est donc visible et qui s'est catalysé par l'élection de Donald Trump. Mais ce stress, il est sensible, c'est de dire qu'ils se voient perdre leur suprématie. Et c'est pour eux, effectivement, insupportable. Mais la réalité, c'est que ça arrivera quoi qu'il arrive. La réponse de la lutte ne change rien au problème. Le problème, si on peut appeler ça un problème, pour moi c'est pas un problème, c'est juste pas un bouleversement, mais oui, un changement dans les polarités géopolitiques qui touchent évidemment là donc des milliards de personnes, mais voilà, pour moi, ces mouvements sont en place. Et soit vous luttez effectivement contre ces mouvements, mais vous luttez contre du vent, quoi qu'il arrive. Je veux dire, à ce stade-là, il vaut mieux accepter en réalité. Et dire qu'est-ce que tu fais, tu crées un partenaire chinois fort. Évidemment, tu protèges tes intérêts économiques également, mais tu crées un partenariat. Tu crées un partenariat. Déjà, tu comprends. C'est-à-dire que tu arrêtes de lutter et de dire ah non, non, on va produire nos iPhones en Amérique. Enfin, vas-y, essaye, tu vas voir, ça va pas être le même prix, quoi. Donc, c'est de dire il faut faire attention à tout ça. En fait, la compétition est stupide. Il faut juste comprendre qu'il faut tirer le meilleur de ce que la Chine peut faire et lui laisser le pire. Chacun est bon et mauvais dans son truc. Donc les Américains, c'est pareil, il faut qu'ils tirent le meilleur. C'est-à-dire qu'au lieu de s'amuser à faire la guéguerre aux Chinois pour savoir qui vole la propriété technologique et le machin, c'est trop tard, ils l'ont déjà fait depuis 10 ans. Toute la propriété technologique, ils l'ont piqué. Alors, ils l'ont piqué ou ils l'ont copié, parce qu'en attendant, on fabriquait chez eux. Les mecs, fallait pas les prendre pour des glands, nom de Dieu. Tu vendais 1000 dollars un iPhone que eux, ils produisaient pour 300. Qu'est-ce que tu penses qu'ils font? Évidemment qu'ils copient les brevets. Enfin, en tout cas, ils apprennent la technologie et ils apprennent à le faire aussi. C'est la raison pour laquelle ils sont pas débiles. Ils ont produit les téléphones américains à bas coût, alors que les Américains faisaient des marges de fils de pute dessus. Putain, mais c'est normal, au bout d'un moment, que tu fasses la même chose. Tu te dis, leurs marges vont être mes profits, point à la ligne. Et effectivement, ils se sont mis à faire des téléphones qui sont aujourd'hui plus innovants que les Américains et ils leur foutent un gros fuck. Et c'est normal. C'est juste comme ça que c'est supposé se produire. Parce que c'est naturel. Pour moi, ces mouvements-là, il ne faut même pas lutter contre, ils sont juste naturels. L'intelligence serait de dire, au lieu de sortir les points côté américain pour essayer de taper sur le chinois, tu le laisses produire tes trucs. Tu crées des accords commerciaux solides pour dire, ok, on fabrique ça, tel et tel truc. Mais là où Donald Trump est con, c'est qu'il appuie sur tout ce qu'il ne faut pas faire.
C'est d'un stupide. Je veux dire, les négociations de Trump, il veut quoi? Il veut que les Chinois achètent plus de denrées américaines. Mais on s'en bat les couilles. Les Américains ont toujours été une économie importatrice. Faut pas chercher à changer ça, ça sert à rien. Le principe, c'est que les Américains produisent du savoir, de la propriété intellectuelle, et ils l'exportent à prix d'or au reste du monde. Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu es intelligent et que tu es un Américain et que tu dois gérer un pays comme ça? Eh ben, tu fais quoi? Tu engages et tu fais tout pour créer de la propriété intellectuelle. Tu fais tout pour mettre en avant les grosses boîtes qui vont créer effectivement l'intelligence de demain, ou l'IA, ou n'importe quoi. Mais tu avances, au lieu d'essayer de dire je vais protéger mes petits fermiers. Non, tes fermiers, tu les formes au métier de demain, parce que c'est ça que tu es supposé faire en Amérique. Les Américains sont des leaders, ils ont toujours l'idée, la créativité, c'est leur job. Et ben voilà, c'est ça qu'il faut faire aux États-Unis, au lieu de lutter pour dire ah moi je veux sauver mes mines de charbon, je veux sauver mes petits fermiers. Ben non, je sais pas, tu l'importeras ta bouffe. Tu vois ce que je veux dire? Tu le fais depuis des années. L'économie américaine restera importatrice probablement. En tout cas, dans son cadre actuel, il n'y a pas de raison que cette chose-là change. Pire, c'est en train de se creuser, hein, le déficit commercial. Mais on s'en fout, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que les Américains, normalement, créent tellement de richesses sur leur sol qu'ils compensent très largement cette balance commerciale négative. Donc Trump qui arrive et qui dit « Oh, la balance commerciale, c'est pas bien, on perd de l'argent. » Mais non, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est stupide, en réalité, tout ça. Parce que si ta balance commerciale est négative, mais que ta devise est forte, ça compense. Donc c'est stupide. C'est stupide. Il ne comprend rien, ce mec, au commerce, en réalité. Mais il pense comprendre. Et voilà, et vous regardez Trump, en réalité, il pense savoir mieux faire tout le monde que dans tous les domaines. Si vous l'écoutez, en fait, ce gars-là, il comprend le commerce, il comprend l'économie, il comprend tout ça, tout ça, tout. Mais en vrai, il comprend rien, ce mec. Et il est très mal entouré aujourd'hui. Enfin, excusez-moi, Kudlow, c'est quand même un gland, lui aussi. Hein. Donc, c'est de dire, ces gars-là comprennent rien à rien. Ils pensent que pour être fort, il faut taper sur celui qui est en train de te courir derrière. C'est complètement con. Voilà. Pour être fort, il faut quoi? Il faut juste avancer plus vite que le mec derrière. Hein. C'est aussi simple que ça. La Chine avance. Eux, ils ont compris qu'il fallait avancer et pas tirer des boulets. Qu'est-ce que font les États-Unis? Ils tirent des boulets. C'est stupide. C'est eux qui perdent du temps. Il ferait mieux d'avancer. Voilà. Donc, moi, ça, c'est le problème et c'est les raisons pour lesquelles je vous ai dit, effectivement, je continuerai quand même d'investir aux États-Unis au prochain cycle économique. Si tant est qu'on veut bien nous laisser quand même une petite récession entre deux, parce que bon, le coup des banques centrales qui bloquent les baisses, ça va quand même pas durer ad vitam aeternam. Enfin, moi, j'y crois pas. C'est toujours le même too big to fail qu'on a à chaque fin de cycle. Donc, des particuliers qui achètent, qui s'intéressent au marché, et évidemment, toujours un nouveau paradigme. Hein, donc, en 2008, c'est pareil, les taux d'endettement n'étaient pas inquiétants, il n'y avait pas de soucis, il n'y avait pas de bulle sur l'immobilier américain. On avait des taux de défaut à 7,5, ça n'inquiète personne. On a les mêmes taux de défaut aujourd'hui, hein, sur les prêts étudiants d'ailleurs, au passage. Donc pareil, ça n'inquiète pas, alors que réellement, là, à ce stade-là, il faut regarder ce qu'on laisse derrière. Ça fait 10 ans de croissance, c'est logique qu'à ce stade-là, on commence à regarder. Est-ce que les 20% de correction qu'on a fait aux États-Unis correspondent à tous les risques qu'il y a sur les prix? Je ne suis pas certain. Voilà. Moi, je pense que le niveau de risque, c'est plutôt du moins 30, moins 40. C'est ce que je vous avais dit. Et en plus de ça, il ne faut pas que les risques percolent. C'est-à-dire qu'il faut percer un petit peu, entre guillemets, les bulles de crédit. Surtout, le crédit corporate et le crédit étudiant. C'est un énorme problème aux États-Unis. Et voilà, pour faire ça, il n'y a pas 50 façons. Soit on détruit des prix, soit on crée une inflation de dingue. Et moi, dans les deux cas, je pense que quoi qu'il arrive, on aura un mix des deux, c'est-à-dire une inflation un peu forte qui va faire baisser le dollar, et en même temps, le principe c'est de dire on a un peu une baisse sur les prix, et on compense un peu les deux, voilà, on purge ces excès, entre guillemets, et derrière, on reprend un bon vieux cycle habituel, plutôt que de dire ah non, changement de paradigme, aujourd'hui Trump prend le contrôle des marchés, il va probablement mettre la Fed sous tutelle, ou un truc comme ça. Enfin, vous vous rendez compte du nouveau... c'est possible, encore une fois, mais ces changements-là requièrent des changements structurels assez complexes, et même tellement complexes que ça se mettra jamais en place. Comment voulez-vous que le Congrès vote la mise sous tutelle de la Fed? Le Congrès est démocrate aujourd'hui, donc il faut arrêter. Il faut le Congrès et le Sénat pour mettre sous tutelle. Donc c'est complètement con d'imaginer que Trump va mettre la Fed hors jeu et que Trump va prendre le contrôle des marchés américains. Non, Trump il fait ce qu'il fait, il vend des bagnoles. Donc il fait quoi? Il essaye de vendre le rêve américain aux Américains, mais ça marche que pour eux. Il n'y a aucun investisseur étranger qui va investir aux États-Unis aujourd'hui. Ils vont le faire éventuellement un petit peu parce qu'il faut bien investir partout, mais
Personne n'y gobe son truc en fait, mis à part les ricains qui se gavent d'ETF et ils vont malheureusement probablement payer les pots cassés si ça se passe mal derrière. Donc la grande question est de savoir si Trump a la capacité ou non de réussir à générer des volumes de transactions suffisants pour créer une bulle. S'il n'a pas s'il n'a pas la capacité de le faire, voilà. Moi, je vous donne juste des trucs comme ça. Encore une fois, des éléments factuels. Ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement connecter tous les points pour dire attention, complot ou ils veulent vendre. Voilà. Mais vous avez des grosses fortunes en Europe qui ont commencé à initier des ventes énormes en OTC il y a déjà 2 ans de ça. Donc quand je vous dis la smart money se fait la malle, je le sais qu'elle se fait la malle. C'est logique, encore une fois. On voit bien les risques augmenter. Et ces risques sont multiples, d'accord. Il ne s'agit pas que de regarder les risques financiers. Il y a des risques planétaires, il y a des risques géopolitiques, des déplacements de population. Voilà. Il y a des choses aujourd'hui qui amènent à penser qu'on est calme depuis trop longtemps et que quand on est calme depuis un peu trop longtemps, c'est jamais trop bon signe. Voilà. Ça ne veut pas dire que le pire va arriver, ça veut juste dire qu'on doit se préparer à anticiper les risques. C'est ça que fait normalement la finance. Et là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Au lieu d'anticiper les risques, la smart money qui réduit ses leviers de manière totalement logique et sensée, vous voyez des cours qui partent en sucette, en parabole haussière. C'est qu'il y a tout un aspect spéculatif qui aujourd'hui se rajoute et qui est très très dangereux, extrêmement dangereux même pour ne pas dire. Et moi ça me gêne parce qu'effectivement ces aspects spéculatifs, il faudrait mieux pas les doubler aux bulles de crédit. Voilà, parce que sinon on est dans des contextes qu'on n'a jamais vus, ou alors j'ai peut-être pas étudié suffisamment loin dans l'histoire des marchés, mais voilà, dans les marchés qu'on a aujourd'hui, qui sont donc automatisés et on voit que la liquidité peut disparaître en un éclair. Et en réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fondations solides sur lesquelles on construit, c'est surtout les réalités fondamentales économiques. C'est de dire que oui, il y a une solidité dans les hausses, quand elles sont suivies par des créations de richesses fondamentales, réelles. Aujourd'hui, on ne crée plus rien, qu'on soit bien d'accord, les entreprises, le prochain Q2, enfin la prochaine saison de résultats, quand on va découvrir les résultats du Q2, ça pue la douche froide. Enfin, je ne veux pas dire méchamment, mais c'est là on a anticipé tout the best for the best. Vous imaginez-vous quand même que Q1, Apple a émis un profit warning. Et aujourd'hui, les mecs sont quasiment sur le sommet historique, ça ne choque personne. C'est quand même grave. C'est de dire, à l'époque, ils ont alerté le fait que Wall Street attendait des profits qui seront probablement pas là. Alors là, ils n'ont pas refait le coup, mais ça se trouve, on va se retaper un profit warning. Tout simplement parce que les niveaux de valorisation ne collent absolument pas aux réalités. Mais à ce stade-là, la liquidité ne colle pas non plus. On voit bien que les volumes s'écroulent sur Apple quand on a des séances haussières. Pour moi, c'est fou. Voilà. Ça relève de la folie. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on a des prix qui veulent plus dire grand-chose, mis à part à ceux qui veulent bien y croire. Ce sont des gens qui ne comprennent pas le fonctionnement des marchés, parce qu'eux, ils regardent des prix, et ils s'imaginent que les prix, c'est forcément des gains, et que si tu achètes, comme ce que je vous avais dit hier, tu achètes une action Apple, tu en possèdes 500, et voilà, comme l'action vaut 200 $, tu te dis, super, j'ai un portefeuille de 100 000 $. Mais non, tu as un portefeuille avec 500 actions Apple, c'est tout. C'est ça que tu as en réalité. Et si demain ça se casse la gueule en ligne droite et qu'il n'y a pas la liquidité pour sortir, tu sortiras à ce que quelqu'un voudra bien payer pour acheter ce truc-là. Et s'il s'avère que c'est 30% moins cher, tu vendras 30% moins cher. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, tu n'auras pas du tout 100 000 $. Et c'est ça le problème, c'est que les gens se croient riches aujourd'hui parce qu'ils voient le prix des actifs boursiers et le nombre de ces actifs qu'ils possèdent. Mais encore faudrait-il qu'ils les vendent. C'est-à-dire que s'ils attendent que ça baisse. Bon, normalement, dans une bulle de crédit, il y a toujours quand même de la liquidité, c'est-à-dire qu'il y a des effondrements qui se mettent en place à cause des risques systémiques, mais normalement, c'est dans certaines poches, et c'est certaines poches de risque qui implosent, les poches systémiques, qui font en fait une destruction globale de la confiance. Le problème du crédit, c'est ça, c'est qu'on ne déconne pas avec le crédit, on ne déconne jamais, parce que dès que ça commence à déconner, on sait que tout le monde est touché, mais on ne sait jamais à quel degré. Ce qui fait que tu commences à regarder ton voisin, investisseur ou banquier, et à dire, putain, combien de crédits de merde il détient lui dans sa banque, et super que ça est moins que moi, ça détruit la confiance en fait. L'effondrement du crédit détruit la confiance dans le système financier, et le système financier ne tient sa légitimité que de par la confiance qu'on lui accorde. Donc évidemment, quand il y a une crise financière liée à la dette, c'est la merde, et on dit qu'évidemment, encore les vilains banquiers ont fait n'importe quoi. C'est pas les banquiers qui ont fait n'importe quoi, ce sont les imbéciles de mecs ultra spéculatifs qui sont à l'œuvre en ce moment parce qu'ils achètent hors de toute gestion du risque. Voilà, objectivement parlant, la bourse monte, le fondamental baisse, les gens qui achètent le font de manière ultra agressive et ultra spéculative. Et ça colle pas à une gestion du risque de smart money.
Donc le problème, c'est ça, c'est que c'est pas la smart money le problème, c'est pas le vilain banquier de Wall Street, c'est juste de dire que là aujourd'hui on a des mecs ultra agressifs qui veulent juste faire du pognon à très court terme et qui foutent en l'air des gestions du risque. Et le problème, c'est que ces gars-là derrière, ils font sauter des grosses entités tout simplement parce que ils faussent le jeu de la bourse, ils faussent le jeu des prix. Et en plus, je vous dis aujourd'hui, on est dans un cas historique où ces entreprises-là, enfin ces fonds d'investissement agressifs, sont presque supportés par la Fed. Ce qui est quand même dangereux. Voilà, c'est qu'aujourd'hui, on a une institution financière dont le rôle est la stabilité financière et qui, pas qui cautionne, mais en tout cas, qui arrive à alimenter le fonctionnement de ces structures. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Et c'est surtout qu'il n'y a même pas de communication faite autour de ça, pour dire il y a des tradings un peu trop spéculatifs et ça devient dangereux. Voilà. C'est-à-dire que là, encore une fois, la Fed, normalement, devrait remonter ses taux au lieu de baisser ses taux ici. C'est-à-dire que la Fed doit envoyer un message au marché, c'est-à-dire un message de marché, pas un message d'économie. C'est juste de dire, voilà, là je vous remonte les taux, vous vous attendez à ce que je les baisse, allez je monte de 0,5 points, on repasse au-dessus des 2,5, voilà. Vous vous attendez à des taux qui baissent, bah non, moi je remonte, juste pour bloquer la spéculation dans l'œuf. Là, vous détruisez tous les schémas paraboliques, parce que les mecs, il faut bien comprendre que pour continuer d'acheter, il faut acheter toujours plus, parce que si vous vendez ce que vous avez acheté avant, ça fait tomber les prix. Donc vous ne pouvez pas tout revendre, vous pouvez revendre qu'une partie, mais il faut racheter, racheter et racheter toujours plus. Les taux de crédit, il faut donc qu'ils soient toujours plus bas pour que vous puissiez quand même dégager des marges. Donc, il y a ce problème qu'il y a que la porte, elle se ferme. Mécaniquement parlant, plus tu avances, plus la porte se ferme. Donc plus les profits doivent être énormes pour justifier les prises de risque. Ce que je vous dis, le schéma de prix parabolique à Wall Street, il est obligatoire. Parce que si ces mecs-là veulent réussir, ils sont obligés de faire monter les prix. S'ils n'y arrivent pas, ils finiront ruinés. C'est-à-dire le schéma de Ponzi s'écroule, ces gars-là ont pris des leviers de dingue, ils ne pourront pas sortir ou ils vont devoir sortir en panique, ils vont devoir donc faire et accuser des pertes énormes aux clients qui étaient investis dans ces fonds. Voilà, mais je vous dis, après, ce sont des fonds spéculatifs, vous les trouvez, je sais pas, vous regardez tous les produits sur lesquels vous pouvez investir, tous les fonds d'investissement, ou tous les ETF et compagnie, tous les trucs qui, entre guillemets, en plus un ETF, la plupart du temps, ils ont été construits et ils vous mettent une rentabilité historique alors que l'ETF n'existait même pas. C'est-à-dire que c'est quand même magique. C'est-à-dire que le produit financier n'existait pas il y a 5 ans, mais on va vous dire, il y a 5 ans, le produit aurait fait 50% de gains par exemple. Donc c'est magique, la personne lambda se projette, elle se dit putain, si j'avais acheté ce truc là il y a 5 ans, mais tu te rends compte, les 20 000 balles que j'ai sur ce compte, j'en aurais 100 000, putain mais je serais méga riche, t'imagines ce que je pourrais faire avec 100 000 $ et compagnie. Stupide, d'accord, alors c'est le propre de l'être humain, mais là, est-ce qu'on est sur des réflexions rationnelles ou des réflexions motivées par l'appât du gain, voilà, c'est motivé par les aspects négatifs de l'être humain, c'est pas des décisions positives. Voilà. Et c'est très dangereux parce qu'effectivement, quand vous raisonnez comme ça, vous dites ouais, effectivement, il est peut-être temps de s'y mettre aujourd'hui. Alors qu'en réalité, l'ETF, il y a 3 ans, il y a 4 ans, personne ne l'achetait ou il existait probablement même pas. Et aujourd'hui, tout le monde est en train de l'acheter probablement sur les sommets. Et la réalité, c'est quoi? Tu sais pas trop ce que tu achètes en fait. Tu te dis bon, c'est un paquet parce que les gens comprennent pas en fait. Les gens cherchent pas à comprendre. On leur propose des produits financiers, on leur dit c'est un produit financier, ça rapporte 7%, le risque est modéré, hein, voilà. Et si tu poses la question de savoir ce qu'il y a dedans, le mec va te dire oh, c'est des actions, hein, c'est des grosses sociétés comme Apple, tout ça. Tu prends un gland qui comprend rien à la finance, il va se dire ah ouais bon ça va, si j'achète Apple et des trucs comme ça va pas forcément tomber. Objectivement parlant, Apple c'est la valeur qui risque d'en prendre le plus dans la gueule dans le cycle récessif. Donc objectivement parlant, ces gens soit n'accèdent pas à l'information, soit l'information qu'ils ont, ils sont incapables de l'interpréter, ou en tout cas ils vont même l'interpréter à l'envers de ce qui a le plus de chances de se produire. Donc après, derrière, c'est soit ils ont un peu de chance, et merci les spéculateurs à Wall Street, et ils pourront avoir une petite bulle d'abord, c'est-à-dire un peu de réjouissance avant, normalement, la réciproque derrière, soit ils se tapent la réciproque tout de suite, et c'est un grand classique de sommet de marché, de dire les particuliers achètent, et tatati tatata, et puis putain, ça marche plus comme prévu, et ça retombe. Donc le gold qui casse sa résistance, c'est le premier... Enfin, c'est pas le premier, mais c'est un des dominos. Le suivant, c'était le dollar, et je vous en avais parlé depuis un bon moment. Le dollar qui a quand même commencé à donner sérieusement des signaux de fatigue. On est encore très loin, hein, c'est-à-dire que le breakout que vous avez sur le gold, j'attends le même sur le dollar. Donc là, même chose, hein, c'est de dire consolidation. On est dans le range ici depuis 2015. Donc là, c'est moins longtemps, hein, mais ça fait donc quand même 4 ans qu'on est dans ce range. Donc la même zone de prix sur le dollar qui essaie de survivre un petit peu.
Moi, je me rappelle encore une fois de ce mouvement-là, hein, c'est-à-dire que là, c'était quand même la folie et compagnie. Bon, c'était surtout dû à une chose, c'était le QE de la zone euro. Effectivement, ça faisait monter le dollar parce que l'euro se pétait la tronche et que euro-dollar, c'est ce qui pondère le plus hein, dans des XY. Et puis voilà, je me suis dit, ah putain, mais tout le monde ignore ce truc-là, alors que c'est pas, c'est quand même pas anodin comme schéma. Et puis c'est surtout, encore une fois, que si on dézoome encore plus, c'est-à-dire que si on fait de l'hebdomadaire, bon là on commence sérieusement à comprendre qu'il y a quelque chose qui colle pas. Là, c'est plus de dire, oh putain, merde, normalement c'est par là qu'on va se retrouver. Donc, c'est pas encore une fois un cataclysme, mais c'est plus de dire, bon voilà, 15-16% de variation sur un Forex, et ça, c'est si ça se passe pas trop mal. On repasse juste sous la moyenne. Un range, c'est ça, hein, c'est de dire, sous la moyenne, ça supporte, au-dessus de la moyenne, ça finit par résister, et plus on s'écarte, plus ça bloque. Là, on voit bien qu'il y a une potentielle contraction. D'accord. Donc ici, je pense que venir chercher cette zone-là, ça me semble normal. Est-ce qu'on arrivera à aller plus bas pour casser les plus bas? Pour là, dans ce cas-là, je vous dis une hyperinflation aux États-Unis. Possible. Voilà. Moi, pour moi, ça c'est le scénario de la bulle. Hein. C'est de dire s'ils veulent nous créer une bulle de dingo pendant 2 ans, c'est ce genre de tendance qui va émerger. Hein. C'est-à-dire arrachage littéral des contextes acheteurs, et il n'y aura d'arrêt à ce schéma-là que la déflation, c'est-à-dire la destruction des prix. Et derrière, ça causera de ce genre de pullback. Hein. C'est-à-dire que, entre guillemets, on va épuiser toute la masse monétaire en dollars, et puis derrière, hop, elle reviendra à la normale. Donc, je ne sais pas, plusieurs scénarios, tout dépend effectivement là des choix géopolitiques qui sont faits. Il y a aussi plusieurs possibilités. Rappelez-vous quand même qu'il y a quand même les États-Unis un peu va-t-en-guerre en ce moment, qui ont carrément envie d'aller casser la tronche aux Iraniens. Le problème, c'est que, effectivement, il faut un aval du Congrès quand même, donc ça aura du mal à passer. Trump peut faire certaines choses, mais ne peut pas tout faire non plus. Bref, donc voilà, moi j'attends le prochain train. Le prochain train pour moi, c'est la validation du reflux hebdomadaire ici sur le DXY. Donc de dire un contexte vendeur hebdomadaire, donc un range baissier, hein, le typique dans lequel on est. Hein, c'est-à-dire que quand on vient pullbacker sur le canal de tendance, de contexte, on vend et on vient casser le support du canal du contexte de support. Donc là, on voit bien le truc, hein, on a bien démonté le canal de support. Pour moi, on va pour construire ici un schéma effectivement de range baissier. Donc, je vois la première vague ici. Hein. Alors, attendez, je vais utiliser ça là, je préfère, c'est quand même mieux. Voilà. On voit bien la première vague ici. Je pense que la deuxième est généralement la plus... Enfin, ça dépend. Là, le schéma ici, c'était de dire la première est très longue et on fait une petite extension. D'accord. Nous, ici, on choisit le modèle où, bon, soit effectivement, on n'en a plus qu'une petite à faire, c'est-à-dire on en fait une ici, on en refait une petite qui vient casser sous le bottom, vient chercher sous les moyennes et on s'arrête. En gros, ces zones-là, hein, voilà, moi, ces zones me semblent viables pour des zones support. Il y aura une gestion du risque à faire ici pour ma part. Mais si ça passe, c'est-à-dire si ici on accélère et qu'on commence à faire une vague comme ça, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas de soutien sous les contextes, ça va continuer de chuter en ligne droite. Et effectivement, on peut installer une tendance. Et dans ce sens-là, je pense qu'on aura une extension assez lointaine de la première vague, qui reviendra au moins ici. Et si ici on ne trouve pas, je vous dis, c'est directement sous le support. Dans ce cas-là, on ira chercher ce genre d'oblique. Et là, j'aime autant vous dire que sur l'euro-dollar, ça va carrément changer la donne. Donc là, ce seront des changements géopolitiques majeurs, des mouvements de masse monétaire extrêmement importants. Donc là, ça nécessite des changements assez radicaux, c'est-à-dire, pour ma part, déjà à ce stade-là, il faudra peut-être arrêter le système de financement à taux négatif en Europe. Hein, c'est un des trucs qui peut effectivement favoriser une remontée de l'euro. Bref, on va voir un peu ce genre de truc. On pourra en discuter. Là, je vous rappelle, on fait une émission fondamentale. Donc là, on essaie de trouver des liens entre les mouvements de prix et les potentiels scénarios fondamentaux qui pourraient se mettre en place et les plus probables. Pour moi, le plus probable, c'est ça, c'est de dire, malheureusement, le momentum ici est en contraction, est en contre-indication avec les prix. C'est-à-dire que là, on avait des prix qui consolidaient dans un momentum baissier, et il faut bien comprendre qu'il y a bien des histoires de cycle ici. Hein, c'est-à-dire que pour moi, le momentum est bear. Là, il est prêt maintenant à l'émergence d'une tendance. C'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'à passer en momentum négatif. Voilà. On est en train d'essayer de glisser dessous. Vous voyez que ça lutte encore un peu à Wall Street, mais à un moment donné, on va venir chercher le canal de tendance avec un momentum baissier, et je pense que ça catalysera des grosses ventes. Voilà, pour moi, c'est de dire on va déborder ça en termes de momentum, qu'un momentum relativement puissant, et à chaque fois qu'on déborde ces trucs-là, c'est toujours au cœur d'une tendance. C'est-à-dire que voilà, c'est des trucs comme ça, c'est des décrochages assez sensibles. Bref, donc c'est le prochain élément que je veux voir, la validation des scénarios dollars. Pour moi, ici, on a déjà des pré-validations sur les time frames inférieurs, mais il faut vraiment que ça se voit pour ma part en weekly. Hein. Je vous rappelle que c'est toujours pareil, moi j'anticipe en réalité ce qui se passe, c'est de dire que j'ai un scénario vendeur sur le
sur le DXY, enfin sur le dollar en général, donc des achats Eurodoll et des achats GBP/USD, parce que je pense que effectivement, pour l'instant, on dégrade le momentum dans cette structure d'accumulation avant de lancer le mouvement un petit peu plus fortement. Mais c'est vraiment important, il faut que vous compreniez ce schéma-là, de dire, pour moi, le problème sur des XY, c'est vraiment ce problème hebdomadaire qui nous amène ici à dire, ok, aïe, 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 ça passe pas, on va rejeter le contexte. Voilà. Et quand on fait ça, moi, ça me paraît effectivement un peu dangereux en tout cas de rester à l'achat de ce genre de truc. Ok ? Donc ici, on ne sait pas, mais on va basculer sous les moyennes de prix dans des structures de range, donc chercher le support du range, qui est donc plus que mature, et à ce stade-là, je pense qu'il n'y a pas de nécessité de trouver un soutien acheteur, mais bien au contraire, normalement, la poursuite et la réciproque en fait de ce mouvement-là. Donc si vous voulez des objectifs, d'accord, c'est-à-dire là, on ne sait pas, hein, mais si ça se déclenche, donc déjà il faut revenir chercher le support et le casser, derrière vous savez que tout le monde mettra ça, c'est-à-dire une extension Fibonacci. Hop, on va se remettre en hebdo. Ok, donc en hebdo, si on fait une extension Fibo du sommet jusqu'au creux, il est là le sommet, bon, je sais pas, de toute façon c'est presque ça. Donc c'est de dire rien qu'une simple extension ABC, ça nous amènerait théoriquement donc vers les contextes de support, ici 78. Donc ce qu'on a dit, c'est la petite baisse, c'est entre guillemets ici il n'y a pas de changements radicaux, mais on prend quand même 20% sur le Forex, ce qui n'est pas rien, hein, voilà. Donc ça, c'est la solution, c'est ce qui permettrait de purger une partie des problèmes liés au crédit par l'inflation, hein, d'accord, mais ça ne réglera pas tout. Il faut quand même une baisse de prix parce qu'il y a beaucoup d'actifs qui ont été achetés avec ces valeurs-là, pas fictives, mais entre guillemets avec des dollars qui n'existent pas, qu'il va falloir créer, et évidemment, donc un peu d'inflation. Mais encore une fois, l'inflation dans un schéma de récession, c'est pas positif. L'inflation dans un schéma haussier, ça fait monter les prix, hein, ça force la demande. Le problème, c'est que l'inflation dans un marché baissier, c'est pas bon. Ça crée effectivement la baisse des actifs extrêmement chers, hein, donc c'est un peu le problème. Bon, bref, ça c'est des mécanismes monétaires, on n'a pas trop le temps de rentrer là-dedans. Aujourd'hui, on va s'arrêter plutôt là. Mais donc le principe est donc de comprendre que pour moi, aujourd'hui, les indices boursiers, autant ils représentent une capitalisation absolument gigantesque, autant aujourd'hui, ces mouvements-là sont plus ou moins arbitrés par des pondérations folles sur des valeurs assez peu liquides aujourd'hui, comme des Apple et compagnie, qui en réalité ne reflètent pas leur propre réalité économique, ou en tout cas se retrouvent assez loin de ce qui semblerait plus proche de leur réalité. Et pourtant, ces valeurs donc, ont une énorme pondération dans les indices. Ce qui fait qu'en réalité, ce qu'on voit en regardant l'indiciel, et à mon sens un petit peu faussé. Parce que si vous regardez en dehors des gros noms, mais ça se pète la gueule partout à Wall Street. Enfin, ça se pète pas la gueule, mais c'est pas très bandant, quoi. Mais en réalité, c'est quoi? C'est quelques grosses valeurs qui concentrent des capitalisations de dingue et qui ont des pondérations très fortes dans les indices. Et le reste, c'est que de la rotation. C'est que des choses qui montent un peu, baissent un peu, montent un peu, baissent un peu. La majorité est orientée au sud, mais comme il y a toujours la petite locomotive qui permet de maintenir et de laisser tous les espoirs de bulles, toujours les mêmes actions, celles que tout le monde détient, hein, les Apple, voilà, tous les grands noms, tous ces trucs-là, si ça tombe, ça va tomber extrêmement fort parce que c'est tout le même type de personnes qui possèdent ces trucs-là. Et ces gens n'ont pas du tout une conscience avisée des gestions de risques et de comment on investit. Et de, voilà. Eux, ils s'en foutent. Ils sont venus là pour le gain facile. Ils ont vu que les gens se gavaient sur les marchés depuis 5 ans et ils se disent moi aussi, je veux prendre ma part du gâteau. Mais le gâteau, il est probablement totalement mangé et il n'y a plus grand-chose à récupérer. C'est ça qu'il faut comprendre. La part de potentiel haussier est tellement faible comparée à l'énorme risque de baisse. Donc, il faut juste que ça commence à baisser à ce stade-là pour que le mécanisme s'enclenche. Pour l'instant, la Fed a bien fait comprendre qu'elle ne veut pas que les prix baissent. Mais c'est extrêmement dangereux, ça catalyse des bulles. Donc il faut faire très très attention à ça. La Fed est aujourd'hui en train de créer une instabilité financière extrêmement dangereuse si elle n'envoie pas un message plus clair à la spéculation. Voilà. Le message à la smart money, elle l'a déjà reçu il y a bien longtemps. Hein. La Fed qui montait ses taux, la smart money, elle a compris. Hein. Elle a dit ouais, ok, c'est bon, ça monte les taux, on est en fin de cycle, qu'est-ce qu'on fait? On réduit les leviers. Voilà. Bon, ça a été fait avec fracas début 2018, parce qu'il y en a certains qui n'avaient pas vu venir le gros pétage de plomb à Wall Street. Et il y en a qui ont dû réduire les leviers un peu en panique ici, mais les mecs avaient compris. Et puis de toute façon, si t'es smart money, t'as acheté là, t'as renforcé, voilà, c'est de dire, bon là t'as été un peu surpris parce que c'était un peu brutal comme mouvement, mais bon,
Voilà, c'est tout. Là, la smart money, elle se désengage clairement depuis 2 ans, et on le sait, les flux sont plutôt orientés vers la sortie. Bon, bah, si Wall Street continue de monter, voilà. Moi je vous dis, je pense que c'est dangereux. Là, on s'éloigne clairement des moyennes mobiles, avec un schéma qui ne peut être que parabolique, puisqu'il est donc ultra spéculatif. Si on part en parabole et qu'on s'éloigne encore plus des moyennes de prix, voilà, c'est juste, je vous donne un exemple, hein, voilà, mais la moyenne de prix ici, c'est-à-dire la 50 mois, la moyenne 50 trimestrielle, donc il me semble pour moi la moyenne de long terme, hein, on est 70% au-dessus. C'est surtout que pour la rejoindre, d'accord, il faudrait se péter moins 40% sur les prix. Donc, on est quand même très loin, d'accord, de ces moyennes. On peut aller théoriquement à l'infini, puisque évidemment, plus on gagne du temps, plus cette moyenne remonte. Mais il faut bien être conscient des réalités. La réalité, ça reste que quand même, là, cette moyenne-là, elle monte d'un cran tous les trimestres. Est-ce que les schémas paraboliques des spéculateurs peuvent tenir plusieurs trimestres? J'ai peu de doutes à dire que non. Donc 1, 2, 3 trimestres de parabolisation spéculative, soit on va s'écarter tellement des moyennes que derrière ça va faire très mal et que du coup il va falloir basculer durablement sous ces moyennes après. Hein. De toute façon, cette moyenne-là, avant qu'elle se réoriente à la baisse, d'accord, c'est-à-dire elle va suivre son schéma là comme ça. On va faire, je vais remettre ça là. Voilà. Donc c'est plus de dire, voilà, ça suit le schéma comme ça, d'accord. Là, il suffit que, bon, il joue un peu au con, il s'amuse. On s'en fout, hein, comme on a dit. Là, ici, c'est la rationalité, vous la mettez où je pense. Si on déborde le truc, moi, j'y crois pas. Mais voilà, là, ça va partir vraiment une ligne droite. Hein. C'est de dire ce qu'on avait là n'était qu'une rampe de lancement. Hein. Et dans ce cas-là, le pire reste à venir. Hein. Je dis des hausses de prix paraboliques sur les mêmes actifs, c'est-à-dire que le reste de la bourse va pas spécialement monter, mais alors putain, des valeurs comme Apple et machin, ça va partir en sucette parabolique. Et en fait, si vous regardez le schéma de ces trucs-là, c'est-à-dire qui fait la bourse, voilà, c'est toujours les mêmes. Voilà, vous prenez Apple, ça a exactement la même structure, c'est de dire qu'est-ce qui a créé un peu toute cette volatilité, bah, c'est ça, c'est l'hésitation sur ces valeurs-là. Mais même chose, imaginez-vous que si Apple, ici, ne trouve pas de résistance, hein, c'est pareil, là, c'est quoi l'objectif? C'est là, on n'aura plus de soleil, c'est de dire, là, 200 sur Apple, si ça résiste pas et qu'on n'arrive pas à se péter la gueule, bah, il va falloir voir jusqu'où on arrivera à faire acheter le dernier con. Et à ce moment-là, ça, c'était clairement pas assez pentu. Hein, voilà. C'était de dire, bah, dans ce cas-là, là, on va aller plus fort. Hein, voilà. C'est de dire, vous voyez le schéma, ça fait ça, ça, et là, on commence à monter. La prochaine, c'est vertical. Hein. Si Apple, ça passe le triangle et des trucs comme ça. Ça n'a aucune raison de le faire. Hein. Encore une fois, Apple ne va pas. Faut pas s'attendre à une hausse de profitabilité d'Apple, mais au moins une stagnation, voire plutôt une baisse. Et de dire, bah, dans ce cas-là, comment les prix peuvent monter quand on fait moins de profit. Moi, je ne comprends pas comment c'est possible dans ce monde-là, mais voilà. Et puis c'est surtout de dire, là, on arrive en year to year, d'accord, sur les zones où on avait les sommets sur Apple. C'est-à-dire que là, théoriquement, en year to year, on va faire moins de profit. Comment on peut être plus cher en prix? Voilà. L'inflation, elle est aux chaussettes partout. Donc l'inflation ne peut pas justifier la hausse de prix. La hausse de prix ne peut pas être justifiée par la hausse de profitabilité. Par les rachats d'actions, allez, oui, soit, mais on sait très bien que les rachats d'actions en fin de cycle, c'est plutôt signe de récession qui arrive derrière, enfin de baisse sur les prix. Donc à ce stade-là, moi ça me paraît dangereux de parier sur le prochain cycle haussier parabolique des valeurs comme Apple et compagnie. Maintenant, si ça passe, bon bah soit, voilà, moi tout ce que je peux dire c'est que si on se lance sur la rampe de lancement, oui effectivement on pourra atteindre des valeurs à la con, mais il ne faut pas se dire, bon mais dans ce cas-là, pourquoi tu achètes pas avec un stop? Voilà, parce que ça c'est la réponse que j'ai le plus souvent en ce moment, et j'y réponds de manière très simple, et j'y ai déjà répondu plein de fois. Si on ajoute une bulle spéculative sur une bulle de crédit, vous ne savez pas comment réagissent les prix derrière. C'est-à-dire que vous allez avoir des gens qui vendent dans un marché qui n'a pas d'acheteurs, et en plus de ça, vous allez avoir des défauts de crédit. C'est-à-dire en fait des mandatory selling. C'est-à-dire qu'en fait, les gens veulent vendre en plus de ça, mais pire que ça, il y a des ventes en liquidation. C'est-à-dire que si vous avez les deux en même temps, c'est le cataclysme. Parce que 2008, en réalité, on savait que que la smart money allait racheter derrière, parce que la smart money, elle a été bail-out. C'est de dire que, en fait, on lui a donné de l'argent pour qu'elle puisse racheter les pertes des autres et, entre guillemets, renflouer un peu le système et refaire circuler doucement la monnaie, dans l'économie. Mais aujourd'hui,
Vous vous rendez compte des encours de crédit qu'il y a? 2008, c'était mes peanuts à côté. On est 20 fois au-dessus aujourd'hui. C'est-à-dire le problème qu'on avait en 2008 aujourd'hui est 20 fois supérieur. Donc est-ce que vous pensez que cette fois, la quenelle 20 fois plus grosse va réussir à passer comme elle est passée comme ça, peanuts en 2008? Ça passera pas aujourd'hui, on le sait très bien. Donc qu'est-ce que ça va faire? Ça va causer des paniques vendeuses, des trucs comme ça. Donc panique vendeuse spéculative, plus en plus de ça, des faillites financière, tout simplement parce qu'on a octroyé des crédits à des gens qui ne pouvaient pas les payer. C'est aussi simple que ça. C'est de dire aujourd'hui des taux à 1%, 1,5%, ouais, soit, mais sur 30 ans, comment tu peux projeter ce qui va se passer sur 30 ans? Il y a des risques à prendre en compte, et notamment des risques récessifs. Et de dire, ah bah non, mais c'est pas grave, en même temps, la BCE garantit. Non, mais il faut arrêter les conneries, les gars, c'est pas possible. Il y a toujours un risque associé à une prise de crédit. Voilà. Et un risque, c'est jamais 1%. Voilà. Donc il y a un gros problème. La bulle de crédit aujourd'hui, elle est énorme, de chez énorme, et je doute que la solution du taux négatif soit avalée par le public. C'est-à-dire que le public financier aujourd'hui, enfin le modèle financier l'accepte ou le tolère, on va dire, parce qu'on est dans des schémas paraboliques, et ça se voit très bien. C'est de dire, là, on va en taux négatif et on va pousser dans le taux négatif. C'est ce que je vous avais dit. Pour moi, le risque, c'est les Bunds en effondrement littéral, parce qu'au bout d'un moment, on va trouver le plancher. Quand on va trouver le plancher sur les taux, je vous raconte pas le merdier. Les trucs vont remonter de 200 ou 300 points de base immédiatement et ça va faire très mal. Parce que c'est un crack obligataire qu'on a à ce stade-là. Et alors là, les taux remontent, c'est l'effondrement immédiat de la bulle spéculative. Enfin, en tout cas de la bulle de crédit et donc de la bulle spéculative. Donc le problème, c'est de dire une bulle spéculative quand il y a de l'argent. C'est bien. Mais le problème, c'est que là, l'argent, on l'a déjà pompé de chez pompé pendant 7 ans. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et là, on va manquer d'argent. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Manquer d'argent, ça fait qu'il va falloir prendre beaucoup plus de risques. Donc, il va falloir que ça monte parabolique, mais en sachant que cette hausse parabolique, elle se fait sur des crédits qui ne seront pas remboursés. Donc il y a un moment où ça risque de péter. C'est-à-dire qu'en fait, la bulle de crédit peut faire complètement imploser le schéma parabolique. Et dans ce cas-là, on part en parabole, c'est bien, vous mettez un stop-loss, sauf que le problème, je vous dis, c'est que ce seront des faillites. C'est-à-dire que derrière, il n'y aura plus personne pour acheter. La faillite, c'est la destruction de la confiance, c'est-à-dire que plus aucun acteur de marché ne se fait confiance, ou en tout cas, on recommence, comme je vous dis, à regarder dans les comptes des voisins. Et en plus de ça, vous allez avoir tous les particuliers gavés d'achats sur ces trucs-là qui vont se mettre à vendre en plus. C'est le schéma du pire, du pire, du pire, du pire. La smart money, au bout d'un moment, quand la conscience est rompue, c'est pas très grave. Ils arrivent toujours à se réentendre derrière, à dire bon on fait un gros bail-out pour quelques grosses boîtes qui vont récupérer les pertes d'autres petites boîtes et on concentre toujours plus le risque, mais ça va. C'est-à-dire qu'on recrée des super entités toujours plus fortes, toujours plus grosses, dans lesquelles on essaie de reconstruire un semblant de confiance. Mais même ça prend des mois. 2008, la crise a mis des mois et des mois avant de réussir à retrouver un semblant de confiance dans le système financier. Entre les financiers eux-mêmes, voilà. J'aime autant vous dire qu'aujourd'hui, avec les encours de crédit là-dedans, des faillites, il va y en avoir beaucoup, beaucoup plus qu'en 2008. Et donc des grosses faillites, plus des particuliers qui vendent. Mais le particulier, encore une fois, il faut bien comprendre un truc, c'est que c'est là où, pour moi, les financiers se trompent, c'est qu'ils pensent que le particulier saura réagir de manière rationnelle. C'est-à-dire, saura dire, quand tu vas appeler ton client, lui dire, non, écoutez, là, c'est pas grave, il faut pas vendre. Oui, effectivement, vous allez vous faire ramasser sur le compte, vous risquez de perdre 35-40% de vos actifs, de la valeur de vos actifs, mais si vous êtes patient et méthodique, ça va remonter. Le problème, c'est que là, le client, il va faire, non mais vous me prenez vraiment pour un gros con, vous me vendez ces putains de positions, je veux récupérer mes dollars. Voilà, et c'est là où je vous dis, c'est le problème, parce qu'à ce moment-là, vous avez des faillites en chaîne, et des gens qui, en plus, veulent vendre de manière irrationnelle. C'est le carnage. Pas d'acheteurs, parce que pas de confiance, et des gens qui veulent vendre, en panique. Ça fait quoi dans les prix? Ça crée des chutes, mais en ligne droite, en ligne de chez ligne droite. Personne pour acheter et des gens qui vendent de manière compulsive. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, les mecs en salle de marché, ils ont beau dire c'est pas grave, il faut pas vendre de manière irrationnelle, le client, lui, il voudra vendre. Il voudra ses dollars, il en aura rien à foutre de ce que tu lui dis et de ce que tu pourras essayer de lui faire comprendre. Tout simplement parce que c'est la réciproque, c'est le revers de la médaille. Ces gens-là, tu arrives à leur vendre n'importe quoi parce qu'ils comprennent rien à rien, mais quand il va falloir que eux, ils comprennent qu'ils se sont fait arnaquer, ils vont vendre. Ils vont dire, je m'en fous, bats les couilles, maintenant tu me vends toute cette merde, je préfère récupérer 60% de ma mise de départ, voilà. Mais c'est ce qu'ils font toujours, c'est à moins 30%, le particulier devient dingue. Donc c'est pas compliqué de dire, tu prends une valeur comme Apple, d'accord, tu l'envoies un peu en sucette parabolique, tu commences à cartoucher, et voilà, dès que tu fais moins 30, les mecs vont vendre en panique, ici. Et alors là, je te mets au défi de trouver des soutiens sur Apple, et ma target max, elle sera bien plus basse si jamais on s'amuse à partir en parabole.
hein, mais c'est de dire, voilà, ici, c'est là où les risques systémiques arrivent, c'est-à-dire que c'est là où la confiance s'érode dans le système bancaire, les faillites bancaires, et en plus de ça, qu'est-ce qui se passe derrière? Les particuliers vendront au même moment. C'est le carnage assuré. Voilà, c'est le carnage assuré. 2008, il n'y avait pas de bulle spéculative. En 2008, les particuliers n'étaient pas gavés d'actifs boursiers et compagnie. Aujourd'hui, ils en sont gavés, qu'ils en soient conscients ou non. Mais ils sont investis soit dans des fonds, soit dans des produits d'assurance vie qui sont investis en actions. Bref, quoi qu'il en soit, tout le monde possède des actions aujourd'hui, de manière directe ou indirecte. Mais c'est fou, parce que tout l'argent s'est concentré dans les actionnariats. En plus de ça, l'argent s'est concentré sur certaines valeurs. Hein, et la réalité physique de ces marchés-là est pourtant beaucoup plus basse. Donc c'est un schéma de Ponzi, hein, c'est de dire, tant qu'il y a des mecs pour acheter, c'est bien, on peut faire monter les prix. Quand les gens vont demander l'argent, il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Et voilà. Donc la bulle spéculative, elle est pas encore là. La bulle de crédit, oui. Hein, je dis, il n'y a pas suffisamment d'argent pour payer les gens s'ils demandent l'argent. Mais en plus de ça, la bulle spéculative, ça ne fera que catalyser des émotions encore plus intenses chez des acteurs de marché non avisés. Et c'est là que tout le risque de la prochaine crise financière se trouve. Voilà. Dire qu'il y aura une crise financière, encore une fois, il y en a beaucoup qui hésitent parce qu'ils ont peur de passer pour des cons s'il n'y en a pas. Moi, je m'en fous. S'il n'y en a pas, c'est pas grave, je me serais trompé. Mais je pense sincèrement et sans trop... Il y a une crise financière à l'aube. Voilà. Maintenant, soit elle va se faire dans 1 an et demi parce qu'on va faire une grosse bulle aux États-Unis avant, soit c'est dans les prochains trimestres parce que les profitabilités des entreprises vont chuter et que mécaniquement ça commencera à faire baisser les prix et ça déclenchera mécaniquement les bulles de crédit. Voilà. C'est un schéma, hein, voilà. Pour moi, de toute façon, la hausse du gold, ça montre que la smart money maintenant se couvre plus la smart money, elle a vendu, mais là, aujourd'hui, elle est probablement en train d'acheter des actifs refuges, et c'est ça qui est dangereux. Ça achète de l'obligataire, ça achète du gold. Ça veut bien dire qu'il y avait la première étape, c'est le désengagement, c'est-à-dire on réduit les leviers, on commence à vendre nos actions, on récupère les gains du cycle économique, entre guillemets, à qui veut bien acheter, donc les particuliers, mais là, ils commencent activement à se mettre dans des zones refuges, c'est-à-dire se préparer pour la récession. La prochaine zone, normalement, pour moi, c'est le délestage, c'est-à-dire qu'on commence à comprendre que la baisse va s'amorcer, donc on déleste encore plus les actifs en dollars, et je vous dis, normalement, ça doit se catalyser et se voir sur une baisse du dollar. Voilà, donc c'est la prochaine étape que j'attends en swing, baisse des dollars, reprise des scénarios de toutes les paires qui sont inverses au dollar, type AUD, USD, des trucs comme ça, hein, c'est les scénarios que je surveille le plus actuellement, parce qu'eux, ils sont sur des zones de prix extrêmement intéressants, et ça... Si on sort de ce squeeze par le haut, et je pense que c'est ce qu'on va pas tarder à faire, là, ça, boum, dès que ça pète, AUD, USD, ça rentrera en portefeuille avec du levier. J'ai déjà des achats, AUD, NZD, mais là, je vais en reprendre et des costauds quand ça passera ce truc-là. Donc en hebdo, hein, pour l'instant, on travaille ces zones, je vous laisse apprécier. Alors, c'est pas ça que je voudrais faire, je voudrais cacher les prix. Voilà. Non, ou alors je voudrais pas cacher les prix, je voudrais juste remettre tout comme il faut. Voilà. Donc là, le principe, je vous laisse regarder quand même. Bon, hein, ça sent le retournement, ce qu'on appelle une morning star. C'est-à-dire que là, on tente de squeezer à la baisse. Putain, morning star sur le support. Dès qu'on franchit la résistance, pour moi, sur AUD-USD, il y a un gros swing à faire. Hein, voilà. Donc c'est plutôt de dire, moi, je trouve ça très intéressant. Oh tiens, mon pote AUD-NZD. Ah, bah voilà, lui, il me fait plaisir. Voilà, en hebdo, c'est beau là ce qu'on fait. Donc ça a été sécurisé moi hier, hein, j'ai déjà été atteint. Mon TP a été fait quasiment tout en haut là. Voilà. Donc c'est bien, hein, voilà, pour moi UDNZD, on confirme, hein, c'est-à-dire que là on a formé un creux majeur en daily et en hebdo. Et il ne reste plus qu'à aller rechercher les résistances et ça devrait sauter sans grande peine. Donc encore une fois, beaucoup de patience. Hein, au final, ça a été beaucoup plus long que prévu la UDNZD, bon, sans compter toute la longueur. Derrière, mais bon voilà, encore une fois, c'est toujours pareil, normalement les agrégats monétaires tendent à favoriser dans les crispations le retour vers des économies un peu plus solides, c'est-à-dire que c'est des mécanismes bêtes et méchants, mais normalement AUD-NZD c'est typiquement le genre de paire qui va monter en flèche si on a une récession. C'est bête et méchant, mais c'est juste de dire on protège toujours son argent vers là où la confiance est la plus forte. Est-ce que vous préférez une petite économie qui est donc plus sujette aux volatilités et aux mouvements de capitaux qu'une économie un petit peu plus robuste, alors robuste en tout cas qui a une taille plus significative comme l'Australie. Les deux devises sont liées, elles ont le même destin, mais c'est de dire si la merde arrive, les gens vont mécaniquement vouloir toujours couler vers la sécurité, voilà, courir vers la sécurité. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Moi, c'est ça que j'anticipe depuis 2 ans dans la gestion de mon portefeuille. C'est pour ça que j'ai acheté de l'or avant et compagnie, parce que je sais que si on va vers une récession, ces schémas-là vont se mettre en place les uns après les autres. D'abord, on doute
C'est-à-dire que la smart money, elle réduit ses leviers, elle ne passe pas vendeuse d'actions, elle ne fait que revendre, elle prend des profits. Le risque augmente, on réduit la prise de risque. Dans la smart money, c'est le mouvement immédiat. Donc oui, je me doutais que les flux seraient sortants depuis quelques années, et ça s'est mis du temps à se faire. Et la prochaine étape, c'est ça, c'est la recherche d'actifs refuges. Et ça, quand je vous dis, quand vous voyez la tendance sur les actifs refuges, c'est que la smart money a déjà travaillé depuis longtemps. Quand je vous dis que le gold, on est sorti d'un range de 5 ans, d'accord, c'est de vous dire que la smart money, elle a probablement acheté du gold pendant tous ces moments-là. Alors moi, je ne pense pas spécialement en 2016-2017, mais je pense sincèrement que la smart money, ici, elle s'est chargée de gold sur tous ces supports-là, ici et là. Et bah, aujourd'hui, elle crée une tendance, tout simplement, parce qu'elle ne revend pas ce gold. Elle le garde et ça crée des déséquilibres en demande. Et je pense tout simplement que ça crée des tendances. Voilà. Donc cette tendance-là, ça traduit pour moi le fait que oui, la smart money a acheté du gold, elle n'a pas fait que vendre ses actions. La smart money, elle a aussi inversé la courbe de taux, c'est-à-dire que les traders obligataires ont quand même reverse la courbe de taux, donc ils ne sont pas du tout d'accord avec la gestion actuelle de l'économie américaine, et ça n'alerte personne. Ce sont ces gens-là, les financiers, les gestionnaires de risque, ce sont les mecs qui font le boulot, les smart money, les gérants obligataires, ces gens-là, ce sont des financiers. Les spéculateurs de Wall Street, les loups de Wall Street et compagnie, ce ne sont pas du tout des financiers, ce sont des vendeurs de bagnoles qui font joujou avec les produits financiers, comme ils feraient joujou avec n'importe quoi. Ces gens-là sont capables de vendre n'importe quelle merde à n'importe quelle personne, parce que ce sont des vendeurs de rêve. Voilà. Mais le problème, c'est qu'un vendeur de rêve, on sait très bien ce que c'est. C'est une illusion. Voilà. C'est une illusion, et ces gars-là, quand ils arrivent à s'enfermer dans des schémas paraboliques, c'est-à-dire se dire oh, putain, mais c'est dingue ce qu'on peut gagner quand on vend quand on vend un produit financier, pourquoi je me fais chier à vendre des bagnoles, voilà, tu vends des produits financiers à des gens qui, en plus de ça, ont envie d'eux. C'est ça le problème, c'est que le public aujourd'hui veut acheter des produits financiers, et à partir de là, bah, qu'est-ce que c'est? Ça ouvre la porte à toutes ces arnaques, c'est-à-dire des gens sans scrupules qui vont vendre des produits financiers que soit ils connaissent pas par stupidité, et dans ce cas-là, bah, en réalité, ils regardent que la rémunération qu'ils ont dessus. C'est-à-dire que ça part pas forcément d'un vilain méchant qui va dire oh putain, les mecs, je vais les ruiner, mais moi en attendant, je me gave. C'est plus de dire, c'est des gens qui n'y comprennent rien à rien. Ils se disent juste oh putain, j'ai un super produit financier, les gars, ça a rapporté 100% l'année dernière. Mais en réalité, l'année dernière, personne n'a acheté ce produit, donc personne n'a récupéré ses gains. C'est des gains fictifs qui n'ont jamais été faits. Mais il suffit que tu blablates, tu brodes bien, tu arrives à vendre ça à un gland, tu récupères une énorme commission dessus, parce qu'évidemment, plus l'actif est risqué, plus il faut payer le mec pour le vendre. Hein, c'est aussi con que ça, hein, mais c'est vraiment simplement ça. C'est de dire aujourd'hui, on construit des actifs extrêmement risqués, on ne forme pas vraiment les gens qui vont les vendre, parce que bon, de toute façon, ils s'en foutent. Tout ce qui les intéresse, eux, c'est le pognon. Et ben voilà, et ils vendent. Voilà, on leur dit, alors voilà, bah, ce mois-ci, j'ai tant d'ETF machin à vendre, trouvez-moi des clients. Et plus l'actif est difficile à placer, plus on donne des commissions à ces gens-là. Voilà. Et c'est très compliqué parce qu'effectivement, là, on n'est vraiment pas sur un procédé d'investissement ou de gestion de portefeuille, on est sur un procédé d'arnaque qui consiste, c'est une arnaque généralisée qui consiste à dire il y a beaucoup de gens qui participent à cette arnaque sans vraiment comprendre les enjeux. D'accord, hein, toujours, j'ai du mal à imaginer que les mecs savent réellement ce qu'ils font et qu'ils le font de manière totalement consciente et compagnie. Je pense que c'est plus par omission, quoi. C'est du mensonge par omission qui se transforme en soi, réellement, en un système d'arnaque. Tout simplement parce que vous avez des gens qui gagnent des sommes astronomiques à vendre des produits financiers qu'ils connaissent très peu. Et forcément, bah, derrière, est-ce que c'est légitime, dans ce cas-là, qu'ils aient été payés aussi cher pour faire ça? Non. C'est-à-dire que dans ce cas-là, effectivement, ça relève de l'argent facile, donc de l'arnaque, et voilà. Donc qui est responsable derrière? Pour moi, c'est un peu la question, et j'espère qu'un jour, peut-être, d'un point de vue éthique, on arrivera à sanctionner ce genre de comportement, puisque c'est pour moi là que se trouve tout le problème. C'est de dire, demain, tu vois, tu es vendeur de bagnole, tu vends une très 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 grosse bagnole avec un crédit extrêmement dangereux à bateau et compagnie à une personne en bas de l'échelle, voilà. Tu risques de te faire emmerder. Parce que là, objectivement parlant, c'est la vente d'un bien, c'est beaucoup plus concret. On sait où te trouver, c'est-à-dire que tu l'as vendu au sein d'un concessionnaire, comme ça. Voilà. Il faut dire que là, les recours possibles sont beaucoup plus nombreux et beaucoup plus faciles à faire. Le problème, c'est va faire le recours sur un mec que tu as eu au téléphone qui t'a vendu un machin parce que telle boîte t'a appelé et compagnie. C'est ça qui est très compliqué. C'est qu'aujourd'hui, les gens qui font ces trucs-là, qui vont probablement créer la prochaine crise financière, ou en tout cas qui vont participer à son déclenchement,
ces gens-là n'auront absolument rien. Il leur arrivera rien. Et c'est extrêmement dangereux. C'est quand même complètement fou. Quand vous vous imaginez, par exemple, que le patron de Lehman, il lui est arrivé que de chi après ce qu'il a fait, enfin, moi je trouve ça fou. Alors en plus, voilà, je pense que ça, c'est probablement ce qui arrivera à la prochaine crise financière, en plus des crises financières précédentes, c'est qu'il va y avoir un attrait du public, c'est-à-dire qu'il va y avoir une demande de régularisation de tout ça. On va vouloir des têtes, on va vouloir des coupables. 2008, on a dit, ok, c'est pas grave, rendez-nous juste notre argent et faites en sorte qu'on ne soit pas ruiné. Là, le problème, c'est que ça, c'est pas possible. Donc, on va pas pouvoir rendre l'argent. Donc, quand on peut pas rendre l'argent, qu'est-ce qu'elle fait? Que fait la personne lambda? Elle veut un coupable. Voilà. Donc là, c'est de dire, là, on va vouloir des coupables, et j'espère que cette fois, ces gens-là, on va les juger pour ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire, tout simplement, c'est de l'arnaque en bande organisée. Alors après, c'est un petit peu, comme je vous dis, c'est pas... mais ça relève de la même chose. Voilà, vous avez des gens qui sont payés très cher pour fermer les yeux sur ce qu'ils font. Et c'est effectivement extrêmement dangereux. Ça relève de la criminalité. Hein. C'est de la criminalité financière pour ma part. Mais voilà, c'est de la criminalité en col blanc. Et ça passe bien parce que c'est pas gênant. Et qu'en attendant, ces gens-là ont gagné beaucoup d'argent et ils vont le réinvestir dans l'économie. Voilà. Non. Voilà, encore une fois, est-ce que c'est logique que des mecs aillent se payer des yachts après avoir arnaqué des centaines de personnes? Moi, je trouve ça anormal. Voilà, c'est de dire un truc comme ça, on confisque le yacht et le mec il part en prison pour 20 ans. Parce que c'est un criminel. Voilà, c'est criminel comme comportement. Et aujourd'hui, c'est impuni. Et je pense que dans le système de demain, ça changera tout ça. Voilà, on va s'arrêter sur ces belles paroles. Donc, pour finir la semaine, donc toujours les mêmes constats irrationnels. Hein, la bourse à Wall Street monte alors que les fondamentaux baissent. Donc, on attend le moment où Wall Street décroche et donne un signal de vente. On verra les clôtures ce soir à quoi elles ressemblent. Si c'est une mèche haute et qu'elle est avalée à la baisse la semaine prochaine, je reprendrai les ventes. Pour l'instant, ça me paraît impossible à Wall Street de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire que soit aujourd'hui on met une grosse tatane avec le NFP, hein, c'est-à-dire avalement baissier. Dans ce cas-là, on aura une structure d'evening star hein, et on viendra clôturer la semaine ici, comme je vous dis. Et dans ce cas-là, ce sera une mèche haute hebdomadaire. Et si on confirme ça la semaine prochaine, pour ma part, je dirais qu'on aura trouvé le sommet et qu'on n'ira pas chercher la zone des 3020 que tout le monde voit. Si ça tient cette semaine, ou que pire, hein, que le NFP nous y amène à la zone des 3020, ce qui est tout à fait possible, dans ce cas-là, toujours pareil, vous restez rationnel, vous gardez votre sang-froid, vous gardez votre direction, c'est-à-dire que je me fiche de savoir si vous achetez ou si vous vendez Wall Street, mais si vous vendez, il faut bien être conscient que le timing n'est pas pour nous. Il y a un timing hebdomadaire, qui est que ici, il peut y avoir un renversement de marché en hebdo. On le voit bien hein, sur le daily s'épuise bien, on commence à recroiser, et ici, on n'a pas un momentum spécialement puissant. On n'a pour l'instant pas réussi à passer ces momentum-là, ce qui fait que là, si on se casse la gueule, on se dirige normalement vers un momentum vendeur, c'est-à-dire qu'on ira plus bas que ça, je pense. Donc, là, on est sur des zones où le NFP aujourd'hui soit va catalyser l'euphorie, et dans ce cas-là, je pense qu'on aura un mouvement assez loin, probablement même jusqu'à 3070, qui se mettra en place. Mais voilà, allez, même pire que ça. Regardez, vous vous rappelez de ça là? C'était fou, c'était dingue, c'était waouh. C'était à ce moment-là, moi, je vous dis, je comprenais plus rien du rien à la bourse. Hein, c'était de dire, mais qu'est-ce qu'ils foutent les mecs? Donc 7% en 21 jours, enfin en 21 bougies. Voilà. Bon, bah là, regardez-moi ça, on est beau quand même. D'accord, 21 bougies, 10%. Voilà, et ça ne. Donc c'est de dire ça, c'était fou. C'était le summum de la capitulation. Plus personne ne comprenait rien à rien et on savait que ça allait craquer derrière. Et là aujourd'hui, on fait les choses, mais exactement pareil, voire même pire. Et ça n'alerte personne. Mais alors vraiment personne. Et je trouve ça fou encore une fois, parce que ce genre de mouvement, alors que objectivement, depuis 2 semaines, la macro est merdique, de chez merdique aux États-Unis, c'est dingue. Voilà. Donc toujours les mêmes incompréhensions. Attention, aujourd'hui, on va peut-être donner un signal daily de vente avec le NFP. Pour moi, si ce signal vendeur est donné et qu'on a une clôture hebdomadaire avec une mèche haute, je pense que je prendrai une vente overweek. Une petite, d'accord, mais je pense que je prendrai une vente overweek. Là, trader avant le NFP, je préfère même pas m'y coller. Je trouve ça trop stupide et trop risqué. Voilà. Donc, oui, ça m'intéresse. Clairement, on est sur une zone de prix qui m'intéresse. Mais comme je ne connais pas le chiffre et encore moins la façon dont ça va être interprété, je vais attendre la clôture ce soir. Et enfin, je ne vais pas attendre 22 heures, hein, qu'on soit d'accord, mais je vais attendre au moins 17h30, 18h. Voilà. C'est-à-dire la clôture de la session européenne pour dire, ok, là, en fonction de ce que fait Wall Street suite au NFP, j'ai plus de chances que de voir émerger soit un contre-flux, c'est-à-dire un flux baissier, soit au contraire des acheteurs qui soutiennent, et dans ce cas-là, je les laisserai travailler jusqu'à ce qu'ils aient fini. Voilà. Donc préparation du NFP, on est calme, on ne connaît pas, c'est le marché de l'emploi, pour moi c'est le dernier gros pilier américain à tomber.
C'est-à-dire que là, si on voit le chômage repartir à 4%, ben, on aura donc le plancher du marché de l'emploi et on pourra donc derrière commencer à se profiler vers le pire et très clairement, pour ma part, ça va cautionner, je pense, des baisses de prix. Comme j'avais dit, donc ici la crise de la consommation, les CPI qui se cassaient la gueule. Non, là c'était l'inflation. Voilà. Les risques, les craintes sur l'inflation, d'accord, les craintes sur la croissance, et je pense ici tout simplement les craintes de la récession, c'est-à-dire objectivement parlant, la confiance des consommateurs qui s'écroule, le chômage qui remonte, bref, la totale, quoi. Enfin, les classiques, c'est de dire cette fois les hard data qui commencent à s'orienter au sud, et derrière, normalement, tout suivra, c'est-à-dire CPI et compagnie, parce que de toute façon, à partir du moment où la consommation baisse aux États-Unis, ça va très très vite. C'est une locomotive très puissante, mais c'est aussi, dès que ça freine, ça grippe immédiatement. Voilà. Donc je surveille clairement le marché de l'emploi. Pour moi, ça fait partie, encore une fois, des derniers dominos à tomber. Je veux voir ce plancher sur l'emploi. Ça fait 2-3 mois que je m'attends à le trouver, mais que ça n'arrive pas. Ce sera peut-être un mois de plus aujourd'hui. Bref, soyez patients, on est sur des scénarios swing. Ici, on parle d'hebdo mensuel. Donc effectivement, on est sur des scénarios qui peuvent mettre 1-2 trimestres de plus que ce qui était prévu. Dans la durée, j'aurais jamais prévu qu'on mettrait autant de temps à former ce range. Avant, je pense toujours qu'on se dirige vers une sortie baissière. Mais voilà, pour l'instant, patience. Voilà, c'est de dire l'incertitude bénéficie à la hausse à Wall Street, de manière très dangereuse bien évidemment, mais il vaudrait mieux que les choses ne se dégradent pas, et malheureusement la réalité physique tend à dire que pour l'instant les choses se dégradent. Alors c'est compensé à la fois par un peu la Fed et les folies de Trump, mais il y a un moment où je pense que la rupture sera plus ou moins inévitable. Voilà, bon week-end. J'essaierai quand même de vous faire peut-être un suivi des BTC depuis Discord, en fonction donc de ce qui se dirigera pour la clôture hebdomadaire. Et sinon, je vous dis, on se retrouve lundi. On fera du coup la dernière scalping, peut-être mardi, pourquoi pas. Mercredi, on corrige le QCM. Et voilà. Bye bye.